Je m'appelle Charlotte et j'ai 27 ans. Pendant 22 ans, mes parents m'ont traité comme un fardeau alors que ma sœur, Léa, était leur enfant chéri, et cette vérité a façonné chaque recoin de ma vie avant la réunion de famille qui a tout changé. J'ai grandi dans une maison où le silence était plus sûr que la parole et où mon existence ressemblait à un désagrément que tout le monde tolérait mais que personne ne désirait. Mes premiers souvenirs sont ceux de ma mère soupirant lorsque les professeurs me félicitaient, de mon père secouant la tête comme si mes réussites étaient des tâches qu'il devait effacer, et de ma sœur se prélassant dans une lumière qui ne tombait jamais sur moi. Elle était belle, confiante, adorée, l'enfant dont il se vantait auprès des voisins et de la famille, tandis que j'étais celle contre qui il mettait les gens en garde, celle dont il chuchotait qu'elle ne ferait jamais rien de bon. Chaque anniversaire résonnait comme un rappel de ce que je leur coûtais en argent, en temps et en fierté, et ils ne me laissaient jamais l'oublier. Si je demandais de l'aide, on me disait que j'étais ingrate, si je réussissais, ils disaient que c'était de la chance, et si j'échouais, ils disaient que ça prouvait qu'ils avaient raison. À l'école, j'ai appris à sourire pour qu'on ne me pose pas de questions, et à la maison, j'ai appris à me faire toute petite pour ne pas être remarquée. Ma sœur a appris à rire fort, à couper la parole, à briller, et mes parents la récompensaient pour cela. Ils l'appelaient leur miracle, leur avenir, leur seul espoir, tandis que j'étais le boulet qu'ils traînaient comme une honte secrète. Les réunions de famille étaient le pire calvaire. Les tantes me pinçaient les joues en disant que je devrais être plus comme ma sœur, les oncles plaisantaient en disant que j'étais trop calme, trop sérieuse, trop problématique, et mes parents ne les corrigeaient jamais, ils souriaient, hochaient la tête et approuvaient. À l'adolescence, le mot « fardeau » n'était plus seulement quelque chose qu'ils disaient, c'était quelque chose que je croyais. J'ai travaillé plus dur que quiconque parce que je pensais devoir mériter mon droit d'exister. J'ai enchaîné les heures supplémentaires, économisé chaque centime, payé mes propres frais dès que je le pouvais, espérant qu'un jour ils me regarderaient différemment, mais ils ne l'ont jamais fait. Quand je suis entrée à la fac grâce à une bourse, mon père m'a dit de ne pas faire honte à la famille en échouant. Quand ma sœur a abandonné ses études 2 fois, ils ont payé ses frais de scolarité encore et encore en la qualifiant de courageuse pour se chercher elle-même. Quand j'ai obtenu mon diplôme, ils ont manqué la cérémonie parce que Léa avait une soirée, et quand j'ai déménagé, ils ne m'ont pas prise dans leurs bras, ils m'ont juste rappelé de bien prendre tous mes cartons pour ne pas laisser de désordre. Pourtant, j'ai gardé tout ce qu'ils ont dit, chaque remarque cruelle, chaque rire méprisant, enfermé en moi comme une collection de preuves que je n'avais jamais prévu d'utiliser. Puis est venue la grande réunion de famille, censée être une fête avec la famille éloignée venant de partout, une salle des fêtes louée décorée de guirlandes, de longues tables remplies de nourriture et de bavardages. J'ai hésité à y aller, quelque chose dans ma poitrine me disait que ça ferait mal, mais une autre partie de moi, celle qui portait depuis 22 ans le poids d'être le fardeau, voulait se tenir là et y survivre une fois de plus. Quand je suis arrivée, ma sœur était déjà entourée d'applaudissements, arborant un sourire éclatant, une nouvelle robe et une confiance portée comme une armure, mes parents planant à côté d'elle, fiers et rayonnants. J'ai pris place vers le fond, inaperçu, exactement là où j'avais toujours été à ma place. Les discours ont commencé après le dîner, les proches trinquaient, les rires résonnaient, puis mon père s'est levé en tapotant le micro. La salle s'est tue, il a souri de ce sourire que je connaissais trop bien, celui qui n'atteignait jamais ses yeux quand il me regardait. Il a parlé de la famille, de l'héritage, de la fierté, et puis il l'a dit haut et fort devant tout le monde, nous n'avons qu'une seule fille dont nous sommes fiers. Ma sœur a ri, pas nerveusement, pas maladroitement, elle a ri comme si c'était une blague que nous étions tous censés apprécier. La salle s'est remplie de gloussements mal à l'aise et de silence. J'ai senti quelque chose se briser en moi, pas bruyamment, pas dramatiquement, mais complètement. À ce moment-là, les mots qui avaient défini ma vie sont devenus réels. Pendant 22 ans, mes parents m'ont appelé le fardeau alors que ma sœur était leur enfant prodige, et maintenant ils l'avaient enfin dit à voix haute. Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas levée, pas tout de suite. Je me suis souvenu des nuits où j'enregistrais des notes vocales sur mon téléphone juste pour garder ma santé mentale, des enregistrements accidentels quand mes parents pensaient que je n'étais pas à la maison, des disputes où ils ne savaient pas que mon téléphone était sur la table. Je me suis souvenu pourquoi je les avais gardés. Je suis restée assise, le cœur battant à tout rompre, écoutant mon père continuer, ignorant que l'histoire ne se terminait pas comme il le pensait. Autour de moi, les proches évitaient mon regard,
certains avaient l'air désolés, d'autres curieux. Ma sœur s'est adossée à sa chaise, suffisante, savourant l'instant, elle ne savait pas ce qui allait arriver, elle ne savait pas que pour une fois, je n'allais pas porter le mot fardeau toute seule. Je me suis levée lentement, les jambes tremblantes mais le dos droit, et à ce moment-là, la salle m'a enfin remarqué. Le micro a grésillé doucement alors que je m'approchais de la table de projection, chaque pas résonnant plus fort que les battements de mon cœur. Mon père s'est arrêté au milieu de sa phrase, confus, irrité, comme si j'interrompais quelque chose d'important, ce qui était le cas dans son esprit. Ma sœur a levé les yeux au ciel, toujours souriante, toujours convaincue que c'était sur le point d'être un autre moment gênant dont elle pourrait rire. J'ai pris mon téléphone et j'ai dit calmement, clairement, puisqu'on parle de famille et de fierté, je pense que tout le monde mérite d'entendre toute l'histoire. Quelques proches ont bougé sur leur chaise, quelqu'un a chuchoté mon nom, le visage de ma mère s'est crispé. J'ai connecté mon téléphone au système audio de la salle, l'écran s'allumant derrière moi, et j'ai appuyé sur lecture. Au début, ce n'était que du grésillement, puis la voix de mon père a rempli le silence, tranchante, indéniable. C'est un boulet, disait l'enregistrement, suivi de ma mère approuvant, se plaignant de la façon dont je gâchais leur plan. De la façon dont ma sœur était la seule fille digne de vantardise. Des hoquets de stupeur ont parcouru la salle, les rires sont morts instantanément. Je n'ai regardé personne, j'ai juste laissé tourner. Un autre extrait a suivi, puis un autre, des années de mots qu'il ne pensait jamais que quelqu'un d'autre entendrait. Le projecteur affichait les dates et les heures, preuve que ce n'était pas sorti de son contexte, preuve que ce n'était pas un malentendu. Le sourire de ma sœur a disparu, elle a regardé autour d'elle, cherchant du soutien, mais tout ce qu'elle a trouvé, c'était des visages stupéfaits. À la 7e minute, exactement comme les mots gravés dans ma mémoire, ma sœur courait vers la porte, elle s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol, et a fendu la foule, son image parfaite se fissurant en temps réel. Ma mère a essayé d'arrêter l'enregistrement, se précipitant vers moi, mais mon oncle s'est interposé devant elle en secouant la tête et a dit « Laisse finir ». Alors ça a continué. Quand le dernier extrait s'est terminé, la salle était silencieuse d'une manière que je n'avais jamais connue, lourde, indéniable, honnête. Je me suis retournée et je leur ai fait face à tous. Pendant 22 ans, ai-je dit, ma voix stable même si mes mains tremblaient, on m'a dit que j'étais un fardeau. Je l'ai cru. Je l'ai porté. J'ai construit toute ma vie en essayant d'être moins lourde pour des gens qui n'ont jamais voulu me porter. Mon père a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Ma mère pleurait, pas des larmes de remords, mais parce qu'elle était démasquée. Les proches ont commencé à murmurer, la colère remplaçant le choc. Les questions fusaient, pourquoi dire ça? Comment pouvez-vous traiter votre propre enfant comme ça? Mes parents n'avaient plus de réponse logique, l'histoire qu'ils avaient contrôlée pendant des décennies leur avait échappé. Je ne suis pas restée pour les voir s'effondrer, je n'avais pas besoin de cris de vengeance ou de sorties théâtrales, j'avais déjà dit tout ce qui comptait. Je suis sortie de cette salle plus légère que je ne m'étais jamais sentie, laissant derrière moi l'étiquette qu'ils m'avaient donnée. Dehors, l'air de la nuit semblait différent, comme s'il m'appartenait pour la première fois. Dans les semaines qui ont suivi, la dynamique familiale a changé d'une manière que je n'avais jamais prévue. Des proches m'ont contacté, certains pour s'excuser de ne pas l'avoir vu plus tôt, d'autres pour me remercier d'avoir dit ce qu'ils n'avaient jamais eu le courage d'affronter. Mes parents ont essayé d'appeler, d'expliquer, de réécrire l'histoire, mais l'enregistrement existait maintenant, la vérité existait, et je n'avais plus besoin de leur approbation pour valider ma douleur ou ma valeur. J'ai appris quelque chose de puissant cette nuit-là, être traité de fardeau ne fait pas de vous un fardeau, c'est porter le silence qui le fait, et quand on le dépose enfin, cela change tout. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que se défendre compte même quand c'est terrifiant, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que des histoires comme la mienne nous rappellent que la vérité, une fois dite, peut nous libérer.